Entre cinéma, légende et absurdité, chaque chiffre a son histoire, et celui d'aujourd'hui vaut le détour. Bienvenue dans Vers l'infini sans compter. Bonjour, c'est Ozer. Et moi, c'est William. Aujourd'hui, nous allons parler du chiffre 0 et de certains faits surprenants ou pas qui sont liés à ce numéro. Alors, pour commencer, on va parler d'Arsenal. Pourquoi Arsenal? Vous vous dites, pourquoi Arsenal sur le chiffre 0? Ils ont gagné la première ligue en étant invincibles, tout simplement. Donc ils n'ont jamais perdu un seul match, donc sur 0 défaite sur 38 matchs. Une équipe légendaire avec un nom légendaire aussi, donc on les appelait les Invincibles. Donc on parle de 26 victoires, 12 nuls et bien sûr 0 défaite avec une équipe constituée de joueurs de légendes comme Thierry Henry, Pires, Vieira. Et c'est la seule première ligue, il faut savoir, qui a été gagnée en étant... qui était dorée, quoi. En gros, elle était en or, la couronne est en or et c'est la seule, avec une plaque spécifique qui leur est dédiée avec leur nom Invincible écrit dessus. Donc c'est pas la première équipe à l'avoir fait en Angleterre. Il y a déjà une autre équipe qui s'appelait Preston North End, mais bon, si je vous dis les dates, vous avez câblé, hein. 1888, 1889. Donc il y a une vraie, on va dire... il y a un vrai espace, entre guillemets, une vraie période entière qui s'est passée entre les deux. Donc la première équipe, c'était la première équipe invaincue dans le football anglais, mais pas dans l'ère moderne, dans le format de la Première Ligue qu'on a actuellement. Il y avait que 22 matchs à l'époque, 18 équipes, donc c'était un format totalement différent. Donc il y a aucune équipe dans le format moderne, à part Arsenal, qui a réussi cet exploit dans le football anglais, parce qu'on parle bien sûr que de la Première Ligue ici. Donc il y a eu d'autres équipes qui l'ont fait, mais c'était dans d'autres championnats. Donc notamment, on peut citer la Juventus qui l'a déjà fait en Serie A. Et plus récemment, Leverkusen avec Xabi Alonso. Mais c'est des championnats, surtout pour le championnat de la Bundesliga, qui est moins relevé que le championnat anglais, donc de la Première Ligue. Donc c'est pour ça que personne ne l'a refait depuis. Mais maintenant, on a quelque chose de négatif sur ce même chiffre 0 et toujours avec Arsenal, c'est au niveau européen. Malheureusement, Arsenal n'arrive pas à briller malgré le fait que ça soit un club de légende qui a accueilli des légendes. Ils ont toujours 0 titre majeur européen. Et même l'année où ils étaient les Invincibles, donc dans leur meilleure forme, ils n'ont pas gagné la Champions League. Ils perdent en quart de finale contre Chelsea. Donc c'est une équipe qui est maudite en Europe. Malgré que ce soit une très bonne équipe et qu'ils aient fait de bonnes performances, ils ont réussi à atteindre la finale en 2006 contre Barcelone, qui perdent ici aussi 2-1. Donc ils n'arrivent pas à gagner. Même cette année-là, ils sont tombés contre le PSG, malheureusement, qui est le meilleur PSG de son histoire et peut-être sûrement l'une des meilleures équipes all-time dans l'histoire du foot. Donc ils n'arrivent pas à percer en Europe, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est une vraie malédiction ou pas? Donc William... j'aimerais savoir ce que tu penses de cette anecdote, de cette histoire incroyable d'Arsenal. Je savais que Arsenal était appelé les Invincibles, pardon. Et je savais également que Arsenal n'ont jamais rien gagné. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me moque souvent d'eux, hein, comme la plupart des Européens. Et qui sait, peut-être qu'un jour ils briseront cette malédiction. Mais bon, j'en suis pas sûr, parce que comme l'a dit Evra, ouais, c'est Evra qui l'avait dit, je sais plus. Mais comme l'a dit Evra, je crois, bah, c'est des losers, hein, tout simplement. Ouais, bah oui, c'est résumé. Moi, je suis absolument d'accord avec lui. Ça lui ressemble tellement. Donc voilà, hein, s'il y a des haters d'Arsenal, bah, je m'en fiche. Donc moi, je suis fan du PSG et personnellement, j'ai bien mangé cette année. Oui, après ils font leur meilleure saison, le PSG. Je sais pas s'ils vont refaire une comme ça. On aimerait bien qu'Arsenal en ait une comme ça. C'est vrai. Parce que bon, pour moi... c'est l'un des premiers clubs qui m'a marqué aussi, puisque c'est une des premières finales que j'ai vues en 2006, d'ailleurs, la finale de Champions League. Mm-hmm. Et il y a Ronaldinho qui joue encore à l'époque. Ouais, c'est vrai. Et Henry, quel joueur, Henry. C'est le joueur d'un club, comme on dit. Effectivement, bah, c'est une légende là. C'est sa statue. Il a sa statue à l'Émiré. C'est pas démérité. Effectivement. Parce que, d'ailleurs, en plus, fait marquant, à l'époque, j'avais acheté PES5. Ouais. Il était sur la cover de PS5 avec Drogba. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je m'en souviens. Et il était comme ça, les bras croisés.
Et bon, je savais pas trop c'était qui Henry à l'époque, parce que bon, quand t'es petit, le foot tu suis, mais tu connais pas En trop tout les cas, joueurs. ce qui est sûr, c'est que tu savais qui courait vite, parce que sur PES, qu'est-ce qu'il allait vite? Ouais, c'est vrai, mais bon. Après, c'est là où justement, tu prenais Arsenal, je faisais les matchs Arsenal-Chelsea, etc. Et franchement, ça t'apprenait à apprécier le club. Quelque part, il y avait, grâce à Wenger, ce lien très français Arsenal. C'est très bizarre de dire ça, mais il y a un lien très... Un grand coach qui n'a jamais rien gagné. Enfin, en car- Ligue des Champions. Quand même, il a gagné au moins 3 premières ligues peut-être même. Pas en Ligue des Champions. Pas de Ligue des Champions. Pas de Ligue des Champions, malheureusement. Ouais, je sais toujours taquiner avec Arsenal et ses fans, puisque voilà. Mais De toute façon, j'ai une étoile. c'était Je notre... peux me permettre de... C'était ma légende du jour sur le chiffre 0 en tout cas. Voilà. Et moi, j'étais obligé de ramener le PSG dedans, mais ça n'a rien à voir avec le 0. Mais... Puisque maintenant, nous n'avons plus 0 étoile, nous en avons une. Ouais, peut-être qu'on en aura... Enfin, j'espère qu'on en aura plus. J'espère aussi. Et peut-être que dans 30 ans, bon, je suis un peu large, mais dans 30 ans, peut-être que Arsenal en aura une aussi. J'y crois moins, mais... Mais bon, moi, je pense que quand même Thierry Henry il aurait mérité une étoile avec Arsenal en Champions... Enfin, étoile, mais gagner une Champions League avec Arsenal. Oui, quoi. ça aurait été plus légendaire pour... Parce que ouais, c'est son club de cœur et il joue pour le club dont il est fan. Et d'ailleurs, je crois que son meilleur souvenir de but, bon, il en a marqué tellement, mais c'est le but quand il revenait à Arsenal. Ouais, c'est vrai. Avant sa retraite, il revient à Arsenal et il marque un but. Et il a dit c'est là où il a compris qu'est-ce que c'est de jouer pour le club dont tu es fan en étant fan. Non, c'est vrai. Donc, nous allons partir sur la continuité de ce qu'Ozer a commencé, débattre sur un sujet en rapport avec le chiffre 0. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de l'origine du chiffre 0. Car c'est un chiffre qu'on utilise tous les jours, sans même y penser, et qui a mis des siècles à exister. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais ça n'a pas été créé du jour au lendemain. On a l'habitude de voir des zéros sur notre compte en banque, mais c'était pas comme ça avant, quoi. C'était pas quelque chose qui était exposé. Donc, partons dans l'origine du chiffre 0. Et comment ça a commencé. Pour faire simple, à l'ancienne, à l'époque, les grandes civilisations comme l'Égypte ou encore les Romains n'avaient pas de zéro. Et pour eux, le néant, le rien, c'était pas quelque chose qui existait. Et ils n'avaient pas de symbole de base par rapport à tout ça. Puisqu'il y a d'autres civilisations qui ont pris pour symbole des synonymes du néant et du rien. Mais ce n'était pas le cas des Égyptiens ou des Romains. Ce sont les Babyloniens qui ont remarqué qu'il n'y avait pas de symbole pour pouvoir représenter l'absence de valeur. Donc, c'est pas à l'époque de vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, c'est vraiment quelque chose qui date d'il y a 4000 ans à peu près. J'allais dire 400 000, mais là, c'était un peu trop loin, c'était pas créé. C'était vraiment il y a 4000 ans que les Babyloniens se sont rendus compte de ça. Donc de l'absence de valeur pour pouvoir représenter, quoi, tout simplement, sous forme de symboles. Donc les symboles qu'utilisaient les Babyloniens, c'était un double chevron, enfin quelque chose qui ressemble à un double chevron. Donc pour dire qu'il y avait un trou dans un nombre, donc une absence dans un nombre. Donc c'était pas le chiffre 0, mais l'idée était là. C'était une idée qui se rapprochait du chiffre 0. Donc c'était un genre de repère pour pouvoir montrer qu'il y avait donc un vide et éviter qu'il y ait des erreurs. Donc de lecture, que ce soit dans les calculs babyloniens ou autres. Donc ce qui se rapproche du plus du 0, c'est en Inde qu'on l'a vu, donc plusieurs siècles plus tard. Ce sont les mathématiciens indiens qui vont créer donc un symbole ressemblant à un point, donc un petit cercle qui représente le vide, le néant. Donc, je m'excuse à l'avance, moi je parle pas indien, mais ça s'appelle le Sunya. C'est une genre de révolution pour les mathématiques, puisque ils vont pas seulement se poser une question par rapport au symbole, ils vont en faire un vrai chiffre qui va être utilisé jusqu'à maintenant. Donc qui va être introduit dans les additions, les soustractions, les multiplications, toutes les autres choses que vous connaissez. Donc je ne vais pas partir sur les dérivés pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques, parce que vous risquez de lâcher, mais bon. Voilà, jusqu'à présent, le 0 est utilisé grâce à ce symbole-là, donc qui représente le néant. Je vous parle principalement donc, de ce 0-là dont les prémices viennent d'Inde, car ça se rapproche le plus du 0 qu'on utilise actuellement. Car il y a également une autre partie de la planète où l'équivalent du néant était utilisé. Et c'était en Amérique centrale chez les Mayas. Puisque dans leur calendrier, ils utilisaient un symbole qui représentait le 0. Mais ce n'est pas un symbole qu'on a gardé de manière universelle. Donc c'est pour cette raison-là que je ne le mentionne pas, puisque leur symbole n'a pas fait le tour du monde.
Mais Ozer, toi, tu te sens assez proche du zéro, vu que tu as eu 0 en philo. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Bah ouais, j'en ai une. Bien sûr que j'en ai une. Enfin là, ma question principale, c'est les chiffres arabes, ils vont de 1 à 9. Mais comment ils ont intégré le 0 à tout ça? Bah, c'est très simple. En fait, il y a eu des échanges qui sont faits entre savants. Donc, entre savants indiens et savants arabes. Et les savants arabes ont récupéré le 0 des savants indiens. C'est pour cette raison-là que, donc... Ils l'ont intégré du coup avec leur numérotation. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que tu dis que le côté Maya, ça n'a pas fait le tour du monde du coup, parce qu'il n'y a pas eu d'échange. Parce qu'en vrai, on aurait très bien pu avoir le symbole pour le néant, pour le rien, qui le sait, symbole des Mayas en vrai. Qui sait, dans un autre multivers, c'était ce qui est arrivé, mais dans le nôtre, malheureusement, heureusement, c'est pas quelque chose qui est arrivé, quoi. Faut savoir que, j'en rajoute un peu, mais les Européens étaient plutôt réticents par rapport à ça. Tu vois, et c'est bien plus tard, avec Fibonacci, que il y a eu cette présentation de tous les chiffres arabes et indiens pour que, en gros, ça puisse être, on va dire, découvert au sein de l'Europe. Mais du coup, avant que Fibonacci il introduise les chiffres arabes avec le 0 des Indiens, comment ils faisaient pour compter surtout, c'est ça que je veux dire. Ils utilisaient des chiffres romains et un abaque. Donc l'abaque, c'est, vous voyez dans les films, un genre de puissance 4, avec des boules, comme des places. Bon, c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu ça l'abaque. Et l'abaque a pour but de pouvoir effectuer des opérations, tu vois, arithmétiques, donc comme les additions, les soustractions. Et ils étaient obligés d'avoir leur abaque et utiliser des chiffres romains, ce qui rendait les calculs très très complexes à faire. Et c'est pour ça que Fibonacci a révolutionné le monde des mathématiques en Europe en ramenant tout ça. Et ce qui a permis de rendre, on va dire, les mathématiques beaucoup plus fluides, beaucoup plus compréhensibles. Bah pas que, du coup, ça veut dire même à l'époque, pour compter, ils devaient calculer. C'est fou quand même de dire ça. Ouais, c'est un pour truc dire de 24, ils devaient faire un calcul. C'est ça. Du coup, lui dire tout simplement, il y en a 24, ok, c'est 24. Exactement. Donc ils comptaient avec ça. Avec la bague, tout simplement. Oui, quand ils devaient écrire un nombre, c'est avant qu'il y ait les chiffres arabes, ça veut dire qu'ils devaient mettre un calcul, quoi. Bah, c'était soit avec les chiffres on romains. dit ouais, chiffres romains ou abaque, quoi. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Le 0, en vrai... Mais en vrai, il n'est pas... c'est plus un symbole qu'autre chose, parce qu'il y a jamais vraiment rien, en fait, non? Ouais, mais... Parce que même dans les calculs, si on prend les probabilités, par exemple, il n'y a aucune probabilité qu'il y a 0. C'est toujours proche de 0. C'est pour ça qu'on parle de limite, non? Plus... Si on rentre dans les détails, oui. Mais dis-toi que sans le 0, sans le symbole qui représente le rien, tous les calculs sont beaucoup plus complexes à faire. Oui, après, forcément, comment tu veux dire que les calculs sont beaucoup plus à faire. Et si on rentre dans les détails, si on part sur des algorithmes, s'il n'y a pas quelque chose pour représenter le rien et le néant, ça fait que tu peux pas mettre en place certaines conditions ou autres. Ouais. Tu vois. Après, c'est fou de dire qu'on a un symbole qui est censé dire qu'il n'y a rien, mais en fait, c'est quelque chose, le rien, tu vois. C'est pas rien, c'est quelque chose. C'est pour ça que je pense que... Rien, c'est quelque chose. C'est pour ça que je pense qu'il est bon de pouvoir tout représenter. Parce que si tu veux pas tout représenter, il y a toujours une marge d'erreur, toi. Ouais. Et cette notion de 0, de toute façon, elle est hyper complexe. Du coup, je pense que la moralité de l'histoire, c'est que quand vous verrez que sur votre compte en banque, il y a 0, vous direz qu'il y a une histoire avant le fait que, qui représente le fait que vous n'ayez rien, et peut-être que vous serez plus heureux à ce moment-là. Mais c'est pas simplement mathématique, c'est philosophique aussi. C'est fou, hein. Tu te remets en question avec le 0. On arrive maintenant à ce moment où nos avis se croisent et parfois se heurtent un peu, parce que même les chiffres peuvent diviser. Donc là, c'est l'heure du versus. Alors qu'est-ce que c'est le versus? Le versus, c'est moi et William sur un sujet précis, toujours lié aux chiffres de l'épisode, du coup, qu'on a pris pour l'épisode. On va prendre un sujet, on va s'opposer dessus, et le but, c'est qu'on s'écoute et qu'on écoute les arguments pour et contre, parce que dans les débats actuels, généralement, les gens tiennent leur position, certes, mais ils ne s'écoutent pas l'un l'autre, donc ils ne savent pas pourquoi il est contre ou pourquoi l'autre personne est pour. Donc, dans cette culture de la personne en elle-même, du moi. Mais là, on va essayer de donner de l'importance à l'autre aussi.
Le sujet d'aujourd'hui, du coup, ça sera la loi zéro émission nette, pour rester sur le chiffre zéro. Je suis contre. Et William, il va défendre le point de vue pour, du coup. Donc, pour rappel, la loi zéro émission nette, ou net zéro, est un objectif mondial et national dans certains pays qui vise à équilibrer les émissions de gaz à effet de serre produites et celles retirées de l'atmosphère, de sorte que le bilan final d'émissions soit nul. Donc c'est un pilier de la lutte contre le changement climatique. Donc là, William, je te laisse dire les points pour, pourquoi cette loi zéro émission nette est une bonne chose et pourquoi il faut que tout le monde adopte ce comportement zéro émission nette. Alors pour moi, je suis pour la loi zéro émission nette, donc pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une obligation face à l'urgence climatique actuelle. Donc là, on subit tous la canicule, hein. Et il faut savoir que dans certains pays, c'est pire. Et je tiens à dire qu'en plus, sans climatisation, c'est assez compliqué sur Paris. Mais bref, je diverge un peu. Donc là, on parle plus de choix. C'est une nécessité. Puisque si ça continue, on filera vers un +3, voire +4 degrés dans le monde entier. Et les conséquences, elles seront incontrôlables si ça arrive à +4 degrés par rapport donc à la température actuelle qu'il peut avoir. Et cette loi-là donc, permet de créer un cadre pour agir contre donc, la montée de la température mondiale. La seconde raison pour laquelle je suis pour, c'est parce qu'elle peut donner un cap clair qui pousse à l'action. Contrairement à certaines autres lois qui peuvent être plus ou moins balancées. Donc là, on est obligé de mettre des règles qui permettent d'imposer donc, le fait de mettre des actions. Donc mettre des objectifs à long terme, viables, et tout ce genre de choses mises en place donc, seront plus crédibles que mettre une promesse politique qui est vague et qui risque de ne pas être utilisée. Une autre raison qui me pousse à aller plus vers le penchant de cette loi, c'est le fait que les boîtes donc, seront obligées de s'adapter grâce à cette loi, donc avec les énergies vertes, les matériaux durables, la mobilité très propre et autres. Et c'est une opportunité pour pouvoir donc, inventer autre chose que le pétrole, donc l'utilisation à outrance donc, du pétrole. Et c'est aussi un investissement pour éviter donc, un effondrement économique futur, puisque s'il y a une catastrophe climatique, ça va coûter énormément d'argent. Et je pense que beaucoup d'entre nous pensent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et ma dernière raison, c'est que si certains pays ne polluent pas, il faut pouvoir les copier. Et il y a certains pays qui, donc, se forcent à ne pas polluer, mais subissent quand même les conséquences de cette pollution-là. Et en général, ce sont les pays plus développés, donc ils font subir aux pays moins développés ce problème de pollution. Et c'est pour toutes ces raisons-là que moi, je suis donc, pour la loi zéro émission nette. Donc Ozer, on sera probablement pas d'accord, mais je te laisse quand même me dire quelles sont tes raisons pour lesquelles tu es contre cette loi. Donc cette loi, elle impose plusieurs contraintes. Et donc il y a des raisons d'être contre. Donc c'est pour ça que je vais t'énumérer plusieurs points que j'ai là qui font que je suis contre. Donc le coût de la transition déjà il est énorme, surtout pour les plus modestes. Donc c'est pas équitable à proprement parler, parce que tout le monde paye la même chose, mais les riches ils polluent plus. Donc pourquoi ils payent la même chose que des gens qui n'ont pas autant de moyens qu'eux alors qu'ils polluent moins? Donc si tu imposes des règles sans justice sociale, tu perds des gens forcément. Et après, il y a certaines solutions technologiques qui sont pas encore au point. Donc on mise beaucoup sur la compensation carbone ou la capture de CO2, mais on est toujours au niveau expérimental, donc ça reste expérimental. Donc on construit un projet ambitieux sur des bases fragiles, notamment qu'on parle d'énergie et de transition énergétique, c'est la même chose pour passer des énergies fossiles sur les voitures, donc du pétrole au moteur électrique par exemple, avec les Tesla, etc. Donc c'est encore fragile, c'est ambitieux, mais bon, on n'est pas au niveau où on voudrait être. C'est la même chose pour les projets panneaux solaires. Il y a des subventions, mais ça coûte extrêmement cher et bon, ça ne produit pas autant d'électricité que nécessaire. Et la même chose pour les éoliennes. Il faut du vent. S'il n'y a pas de vent, pas d'électricité du coup. On est sur des bases fragiles et les grosses entreprises seront toujours
contourner la loi. Comme toujours, les petites s'adaptent, mais les gros, elles optimisent, les grosses entreprises. Si on n'accompagne pas avec du contrôle réel, ça reste de la com pour certains groupes. Donc juste un moyen de se faire plus d'argent, comme ce qu'on voit avec le greenwashing notamment. On fait semblant d'être du côté de l'environnement, mais derrière, on ne fait pas ce qu'il faut, c'est juste pour l'image. Donc il y a également, on délocalise la pollution au lieu de la supprimer. Donc ça, c'est un gros sujet. Donc, par exemple, produire propre en France, ça coûte cher. Donc les boîtes, elles partent ailleurs, où les lois sont plus souples. Donc résultat, on importe du sale au lieu de produire du propre. Et notamment, c'est une critique que font certains pays en voie de développement quand les pays déjà développés leur disent « Bon là, les usines, s'il vous plaît, il faudrait arrêter », ils leur disent « Non, mais vous êtes développés grâce à ces usines. Maintenant que c'est à notre tour, vous voulez nous mettre des bâtons dans les roues. » Donc eux, ça leur pose problème. Donc il y a un vrai risque aussi de perdre l'opinion publique. Donc si on arrive et qu'on met la pression sur les gens sans leur donner les moyens d'agir, ça crée du rejet. Et ça, on l'a vu avec les gilets jaunes. Donc l'écologie sans justice, forcément, ça marche pas, ça explose. Donc voilà, je viens d'exposer mes arguments qui font que je suis contre ça. Pour conclure ce podcast, enfin, pas ce podcast, mais ce versus, nous constatons que d'un côté, on a une loi qui structure la transition et qui pousse à l'innovation, mais que de l'autre, elle doit éviter de créer des inégalités ou de reposer sur des promesses qui sont totalement floues. Le débat est donc lancé et nous avons une question à vous poser. De quel côté du débat penchez-vous ? Et voilà, c'était nos 3 faits du chiffre 0, un chiffre qui visiblement aime se faire remarquer, surtout dans votre compte en banque. Même là où on ne l'attend pas, si tu as appris un truc et si tu as souri, ou si tu t'es dit « Ah ouais, quand même », pense à t'abonner et en parler autour de toi. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast. Donc à très vite dans Vers l'infini sans compter.